peux revenir un peu sur la genèse. Tout à fait, ouais. En fait, c'est c'est, euh, c'est une vieille idée, si on veut bien. J'ai quelquefois des idées qui sont une structure pour une histoire, mais qui sont vraiment juste la ligne directrice, si on veut bien. De temps en temps, je les note et puis il m'arrive de les récupérer. Et puis là, j'avais envie de faire une histoire avec des bateaux, de l'aventure, etc. Et en fait, la trame, donc l'idée d'histoire que j'avais notée quelques temps auparavant, permettait bien ce genre d'univers. Donc, j'ai récupéré cette idée, ce fond, et puis après, je l'ai habillé en fait avec tout cet univers de bateaux, le voyage dans les îles du Pacifique, etc., etc. Et en fait, on a l'impression que toutes ces thématiques, et donc il y a à la fois bon, la mer, il y a l'histoire, et notamment le Mhm, début du XXe siècle, mhm, les grands espaces, l'art aussi, mhm. sont des sujets que tu voulais mettre dans cet album. Tu as voulu faire un album très personnel. Oui, oui, c'est intéressant. Disons que j'ai mis des choses qui m'intéressaient dedans, ça c'est sûr, quoi. Euh, Après, c'est sûr que j'utilise les outils que j'ai de par ma culture, mes connaissances, etc. C'est vrai que par exemple, l'utilisation du tableau de Böcklin, j'en avais entendu parler, je me suis dit que c'était une œuvre suffisamment connue qui permettait de... J'en avais besoin pour mon scénario par rapport au personnage qui est fasciné par ce tableau. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai exploité, effectivement. Je pense que peut-être que quelqu'un d'autre aurait utilisé un autre moyen, quoi, ouais, c'est en utilisant mon background que je... Et je crois que c'est le premier projet où tu es auteur complet. Voilà, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, quelle que tu en tires une fois réalisé l'album? Eh ben, disons que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'était de pouvoir être complètement immergé dans un univers, l'univers qu'on se choisit en plus, pour raconter une histoire qui s'y passe, sans avoir pas de compte à rendre, parce que c'est pas vraiment ça quand on travaille avec quelqu'un, mais je veux dire d'être vraiment parfaitement libre, d'aller chercher un peu partout et de raconter une histoire. C'est assez fascinant. Je veux dire, on peut vraiment vite entrer dans un jeu, dans un monde et s'y sentir suffisamment à l'aise. Bon, ça demande beaucoup de documentation, beaucoup de choses comme ça. Et après, ouais, c'est agréable. Donc c'est vraiment une expérience que j'apprécie beaucoup. Et, on sent que les personnages, bon, le background on en a parlé, Mhm. les personnages aussi sont très très creusés et chacun possède un peu des secrets, Tout à fait. cacher des choses au lecteur, des choses inavouables, mais ils se trouvent tous liés les uns aux autres. On a Mhm. l'impression que ces trois personnages forment un tout en fait, que chacun est interdépendant par rapport à l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer cette façon que tu as eu de traiter le scénario, ton sujet en fait, par rapport au personnage? Mhm. Disons, ce que je trouvais intéressant, effectivement, et puis, ça se passe sur un bateau, donc de toute façon, cet effet de huis clos, un petit peu, oblige ces personnages très différents à se tourner autour, si on veut, les uns les autres. Mais bon, de manière plus générale, on a deux sources, si on veut bien. Il y a le personnage principal, donc qui est Magdalena. Elle est la nièce de Lucian Bruckner, qui est un planteur dans une plantation de Nouvelle-Guinée, qui est un type autocrate qui est vraiment horrible, qui est qui est un espèce de despote qui a besoin de domination absolue sur le reste des êtres humains. Et puis naturellement, c'est un mode de fonctionnement qui marchait peut-être pas par ici. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'est éloigné et qu'il s'est un peu créé son royaume dans cette plantation où il a vraiment une attitude assez épouvantable. Comme Magdalena est sa nièce, il l'a éduquée aussi de manière assez particulière dans le sens que on le sent peut-être, ce sera peut-être plus clair par la suite. Il a une haine farouche contre tout ce qui représente pour lui l'Occident, donc l'Europe, etc.
Et de la manière dont il l'éduque, il lui cache. À la limite, elle ne sait même pas qu'il existe l'Europe, ou je sais pas. Il lui fait il l'éduque en autarcie, comme ça. Alors, il sait sa nièce, il veut pas la torturer, mais il en a besoin pour certaines choses. Il lui apprend à conduire le bateau, parce qu'ils ont besoin du bateau pour transporter le copra, qui est ce qui tire des noix de coco, pour aller chercher des travailleurs, etc. Donc, il l'éduque sur certaines choses. Par contre, il lui cache tout ce qui est la civilisation autre que l'endroit où ils sont. Donc ça en fait un personnage un peu torturé et puis un peu névrosé parce que elle sent bien que quelque chose n'est pas normal Donc voilà, on a ces deux personnages là. Et puis un peu en même temps, parce que naturellement, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un élément déclencheur qui fait que tout s'effondre, si on veut bien. La Première Guerre mondiale éclate. Alors c'est sûr que dans ces colonies éloignées, c'est beaucoup plus ténu mais quand même, malgré tout, il y a des changements. Et le jour où ils apprennent qu'ils sont en guerre contre l'Angleterre, le bateau qui les récupère parce qu'ils ont un naufrage, etc. Dessus, il y a une Française qui est à la recherche de son père. Et cette Française qui cherche son père, c'est un peu la trame de l'histoire. C'est cette recherche du père auquel vont être associés Lucian Bruckner, l'horrible, et Magdalena, sa nièce, pas pour rien. C'est pas un hasard parce que quelqu'un derrière tout ça manipule tous ces gens. Et on le sent très bien, Lucian, il n'est pas surpris de l'avoir arrivé. Quelque chose se prépare. Mais bon, ils vont devoir quitter l'endroit. Ce qui fait que Lucian Bruckner va de plus en plus perdre sa force puisqu'il est plus dans son royaume. Et sa nièce, elle, va découvrir en fait qu'il y a un monde autour de plus loin que la plage là en Nouvelle-Guinée. Et puis ça va pas être facile, mais elle va petit à petit de spectatrice, elle va devenir et narratrice puisque c'est elle qui raconte au début. Elle va vraiment prendre part à l'histoire avec le prix que ça coûte, parce que naturellement des moments où c'est qu'on interagit avec des gens, surtout dans une situation comme celle qu'ils vivent, il y a des conséquences. Et à la fin du premier tome, elle a déjà réussi à casser une bonne partie des choses, puisqu'elle s'est réussi un peu à se dégager de son oncle. Et c'est dans la deuxième partie de l'histoire que vraiment elle va de plus en plus, mais encore une fois à un certain prix, devenir maître de son destin en fait. Et on sent dans ton récit une forme de tension et de violence par moments, à la fois par Lucian, à la fois aussi par le naufrage, la guerre qui est là aussi un fil. Tout à fait. Tous ces éléments qui se déchaînent, c'était pour toi, cette violence, comment tu l'expliques dans ton récit? C'était une recherche volontaire? Disons, j'ai pas le sentiment que bon, déjà c'est sûr que c'est une époque et comme c'est des aventures, on retrouve il y a une certaine violence naturelle avec les éléments, la tempête, etc. Il y a pas peu de morts si on veut bien, et j'ai essayé d'éviter d'être j'avais pas du tout envie de faire un récit sanglant même si ça parle de la guerre, mais c'est sûr que certains personnages là-dedans, dans leur attitude, sont très violents. Lucian, par exemple, dans la manière dont il s'exprime, dans la manière dont il traite les gens, il a vraiment le sentiment qu'il a le droit de vie et de mort sur eux, quoi. Mais je trouve, mon envie, en tout cas, c'est de la contrebalancer par justement une manière de fonctionner beaucoup plus douce, comme par exemple Léonie de Sar, là, cette Française, qui au début est un peu perdue, mais qui rapidement quand même prend... comme se débrouille parce qu'elle n'est pas idiote. Et ce que je trouvais intéressant, c'est cette dernière scène où là, elles arrivent à s'échapper de l'emprise de Lucian Bruckner, et en plus à lui piquer ce qui pour lui a une grande importance. Je trouvais ça, j'ai voulu, on est sur une plage, il y a cet homme super fort sur son bateau, en plus il y a un canon qu'ils ont installé et tout, donc lui il représente vraiment là une force terrible. Et les deux femmes en fait qui s'échappent sous ses yeux, elles nagent, donc elles sont dans une espèce de petite tenue qui leur colle à la peau, c'est presque un peu sexy comme ça, donc elles sont vraiment, c'est pour ça une image très machiste si on veut bien, mais c'est à ce moment-là qu'elles lui font complètement perdre les pédales. Parce qu'il maîtrise, puis il se fait même mordre par l'espèce de petit singe là, enfin il est complètement perdu, et puis justement elles n'ont pas été violentes dans leur action.
Il a juste pas pensé que c'était possible qu'elle fasse ça, quoi. C'est Donc, un petit peu un renversement de la voilà. situation psychologique de domination. Tout à fait. Alors que lui a toujours fonctionné en défonçant les portes et les têtes et tout ce qui trouvait sur son passage. Elle, le moment où c'est qu'elles arrivent à le rendre complètement désemparé, c'est d'une simplicité. Elles ont rien, elles n'ont pas d'armes. Et justement, j'avais aussi. Elles sont habillées en une espèce de blanc. Elles sont en sous-vêtements. Donc vraiment, d'ailleurs, il leur dit quand je vous vois à moitié à poil sur cette page, j'ai pas vraiment peur de vous. Puis c'est tout d'un coup là qu'ils réalisent qu'en fait elles l'ont eu complètement et puis qu'il est coincé, quoi. Il est vraiment coincé. Et c'est là effectivement c'est la fin de la première partie qu'il y a ça commence les forces commencent de se renverser, quoi. Et tu en as parlé, le tableau qui est magnifique de Böcklin, Mhm. l'île des morts. Ouais. Est-ce que tu l'as vraiment utilisé comme un symbole justement de la mort possible, donc d'une tension en plus Oui, je l'ai en fait. Je peux en parler comme ça parce que c'est pas très. Le personnage de Lucian Bruckner, ce qui l'a amené à s'expatrier comme ça, c'est que c'est quelqu'un de très fier. Je veux dire, il a, dans son idée, c'est un chevalier, si on veut et tout. Et il s'est passé quelque chose, dont je ne parlerai pas encore, il a été ridiculisé à un moment donné. Et ça, c'est une humiliation terrible. Et il s'est réfugié. Donc là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé dans sa tête. Et il s'est réfugié. D'ailleurs, ce tableau de Böcklin, il a aussi inspiré des. Alors que le peintre, c'était pas ça son sujet, mais l'île des morts était dans le bureau d'Hitler. Enfin, il y a eu toujours une fascination peut-être Il y pour a ces. eu 8 versions du Oui, tableau. il y en a alors en plus, exactement, en plus les gravures. Je suis allé voir parce que j'ai envie de le voir à Bâle, là, celui que j'ai utilisé en l'occurrence, parce que c'est le seul aussi qui est sur toile. Donc les autres, on n'aurait pas pu les rouler comme elles les roulent à la fin. Les autres sont sur bois ou sur ferraille. Et donc, ce tableau, donc, Böcklin, dans les analyses de l'art, voyait dans cette œuvre, en fait, comme s'il avait dessiné sa propre tombe, mais vraiment dans une idée un endroit pour les élus, mais je pense pas dans l'idée qu'auraient justement des guerriers, etc. Lui, c'était peut-être quelque chose de plus artistique, quoi. Mais simplement que mal interprété cette analyse de cette toile, pour Lucian Bruckner, cette île, c'est son paradis. Et il l'a un peu. D'ailleurs, quand on voit sa plantation, j'ai repris la composition exacte même si ça n'a rien à voir, c'est des palmiers et tout. J'ai repris la composition exacte de l'île des morts pour faire le parallèle. Là encore, si on ne le voit pas, c'est pas grave. Parce que pour lui, voilà, il s'est identifié à cette toile et il est persuadé que le jour où il mourra, c'est là qu'il ira. Il est fou. Mais c'est ce besoin de grandeur et de reconnaissance dont il a désespérément besoin et qu'il n'a pas parce que justement, il lui est arrivé une très très grosse chose en Allemagne qui l'a humilié. Et voilà. On découvrira plus tard. Plus tard, voilà, exactement. Et je trouve qu'il se dégage de ton album beaucoup de l'onirisme, de la poésie. Mm-hmm. Notamment, il y a une scène qui est magnifique, je trouve, c'est le face-à-face avec la baleine au tout Ouais, début ouais. du livre. Est-ce que tu peux expliquer cette scène un petit peu? Tout à fait, ouais. C'était en fait, elle le dit au début parce elle est très mal, cette jeune fille. Elle pense le suicide n'est pas quelque chose qui lui est totalement étranger parce que sa vie est un peu une souffrance. En plus, ce naufrage, c'est horrible parce qu'on en parle très peu. Même moi, à ma grande honte, j'en parle très peu. Mais il y a tous les travailleurs qui étaient enfermés dans la cale, ils meurent, donc ils disparaissent, etc. Puis je pense qu'elle coule avec ce bateau. Parce ça arrive souvent, hein. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Il y a des bouts qui sont roulés autour de ses jambes, elle les tire au fond. Mais elle a toujours la hache à la main, donc la possibilité de cisailler en tout cas une des cordes. Mais je crois qu'il y a une espèce d'abandon, elle se laisse aller. Et d'un coup, il y a cette baleine. Et bon, j'avais lu, mais ça c'était un peu poussé loin là, le truc. Mais je crois dans certaines. Je ne sais plus chez qui, chez des peuplades de Nouvelle-Zélande, ou par là, la baleine, elle a une symbolique assez importante par rapport à la vie, etc. Bon, au début, je voulais après que ce soit expliqué, mais je me suis dit, ça sert à rien. Mais je me disais juste, voilà. Alors, il y a deux points de vue. Soit elle a vu cet animal, et puis l'animal qui est resté autour d'elle, il lui a redonné envie de vivre. Soit cela a foutu une monstre frousse, et puis elle a coupé pour se tirer. Et j'aime bien justement jouer. La baleine, c'est grâce à la baleine qu'elle n'est pas morte, ça c'est sûr. Mais il y a le côté, ouais, onirique peut-être. Le choix au lecteur. Voilà, je laisse le choix, puis j'aime bien justement qu'on
qu'on sache pas vraiment si qu'est-ce que mais je trouvais que cet énorme animal, il y a quelque chose de triste aussi. Il y a quelque chose de super triste de cette baleine qui passe, puis après elle part. Elle part. Voilà, elle est juste passée, elle a fait quelque chose d'important. Puis voilà. À la fin de ce premier volet, il y a beaucoup d'éléments qui sont encore en suspens. Et j'ai l'impression, enfin, en tant que lecteur, que 2 tomes ne suffiront pas à tout dire. Est-ce que tu as vraiment densifié le premier volet est très dense et on a du mal à imaginer, en fait, bon, c'est une qualité aussi, on a du mal à imaginer la suite. Non, alors, enfin, j'espère pas, mais disons, justement, pour moi, c'est aussi pour ça que je suis très prudent. Je fais beaucoup. J'ai toutes les pistes que j'amène, elles aboutissent quelque part, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment capital, tout se recoupe, et j'aime bien justement qu'on retombe sur ses pieds. Alors, la deuxième partie est beaucoup plus, je dirais, plus rythmée. Parce que pour moi, c'est aussi intéressant, ça correspondait déjà à l'évolution du caractère du personnage principal, qui était un peu, comment on dit, purement, qui regarde, qui n'interagit pas, donc il y a une certaine longueur dans sa manière d'être. Donc, pour moi, ce premier tome est quand même relativement long, on est sur un bateau, il y a peu de choses, mais on s'approche de plus en plus de l'Europe, et de son rythme effréné. Et dans le deuxième tome, ça va se raccourcir, le rythme va s'accélérer, les parcours bon, ils sont séparés, mais il y a 3 équipes, il y a Lukian maintenant qui est largué, il y a les 2 femmes, il y a le père aussi qui est quelque part, et puis tac 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 tac, tout va s'imbriquer pour arriver à une chute quelque part où ils vont tous se retrouver, quoi. Ça c'est le but. Et au niveau j'étais impressionné du détail des bateaux. Est-ce que tu as vraiment une documentation particulière pour les dessiner? Parce qu'il faut quand même garder le côté réaliste. Tout à fait, ouais. Alors, bon, parce que ça me passionne, donc je veux dire, c'est vrai que bon, moi je navigue beaucoup, j'aime beaucoup faire de la voile, j'adore les régates. Et je navigue naturellement pas sur ces bateaux-là. Si le fondamental est le même, au niveau des manœuvres et tout, c'est quand même relativement différent. Alors bon, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu des trucs, puis je suis allé surtout voir, à Saint-Tropez, ils font des régates de ces bateaux-là. Et puis comme ça, j'ai pu aller faire des photos, regarder, essayer de comprendre bien la manière dont, enfin, à quoi sert chaque ficelle. Et puis, bon, j'ai aussi discuté avec quelques personnes qui ont navigué là-dessus. Enfin, voilà, ce genre de choses. Très bien, je te remercie. Mais je t'en prie.